Vous savez ce qui me manque le plus? Quelqu'un qui se souvienne comment je prends mon thé. La voix de la vieille dame était douce, presque fragile, alors qu'elle s'installait à sa place habituelle, près de la fenêtre de la Petite Coquille, un café modeste du 15e arrondissement de Paris. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle dépliait le Figaro. Plus par habitude que par réel intérêt pour la lecture ces derniers temps. Les pages craquaient doucement entre ses doigts arthritiques, et elle devait approcher le journal très près de son visage pour déchiffrer les titres. Même avec ses lunettes. Léa Moreau, 26 ans, s'arrêta net, théière à la main, et quelque chose dans ses mots traversa son sourire professionnel comme une lame de lumière. Elle avait entendu de milliers de commandes, des milliers de plaintes, des milliers de conversations banales au fil des années. Mais cette simple phrase portait un poids différent, une tristesse qui résonnait avec quelque chose de profond en elle. Elle travaillait comme serveuse ici depuis 7 ans, depuis que les frais médicaux de son père avaient englouti ses économies pour l'université. Son rêve d'étudier la littérature à la Sorbonne s'était évaporé quand le cancer avait frappé sa famille, laissant derrière lui des factures interminables et un père affaibli qui avait besoin de soins constants. Elle avait appris à entendre ce que les gens ne disaient pas, à lire entre les silences, à reconnaître la solitude déguisée en politesse. C'était devenu une seconde nature, cette capacité à voir au-delà des masques que les gens portaient. Surtout les personnes âgées, qui venaient au café, non pas pour la nourriture, mais pour échapper au silence assourdissant de leurs appartements vides. « Citron, pas de sucre !» dit-elle doucement en versant le thé. Et vous repliez toujours la page des annonces culturelles en premier, même si vous lisez les nécrologies. Madame Colette Dubois leva les yeux vers elle, ses yeux gris délavés, soudain brillants de larmes retenues. « Vous remarquez tout, » murmura-t-elle. « Tout le monde mérite d'être remarqué, Madame Dubois. » C'était il y a 5 mois. Depuis, Colette était devenue partie intégrante du rythme quotidien de Léa. Chaque matin, à 8 heures précises, elle franchissait la porte, son cardigan en laine légèrement trop grand, ses chaussures soigneusement cirées malgré leur âge. Elle portait toujours un foulard de soie noué avec élégance autour du cou, vestige d'une époque où elle accordait plus d'importance à son apparence, quand Henri était encore vivant et qu'ils sortaient ensemble au concert et au théâtre. Elle ne commandait jamais grand-chose. Une tartine beurrée, un œuf à la coque, du thé, mais elle laissait toujours un pourboire de 5 € pour une addition de 9 €. Léa découvrit son histoire par fragments, comme on découvre un paysage à travers la brume qui se lève lentement. Chaque condensation révélait un peu plus de la vie que Colette avait vécue. Une vie riche et pleine qui s'était progressivement vidée, personne par personne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. Son mari, Henri, était décédé 4 ans auparavant. Ils avaient été mariés pendant 43 ans, avaient traversé ensemble les joies et les peines, avaient élevé leur fils dans un petit appartement qui semblait toujours plein de rire et de musique. Henri avait été professeur de mathématiques dans un lycée du quartier, un homme doux qui récitait de la poésie et jouait du piano le dimanche après-midi. Quand il est parti, Colette avait confié à Léa. C'est comme si la couleur avait disparu du monde. Tout est devenu gris. Son fils vivait à Lyon, trop occupé pour téléphoner plus d'une fois par mois. Il travaillait dans la finance, un monde que Colette ne comprenait pas vraiment, rempli de termes anglais et de voyages constants. Sa petite fille, Céline, lui rendait visite 1 fois, peut-être 2 fois par an. Toujours pressée, toujours les yeux rivés sur son téléphone portable. Les visites duraient rarement plus d'1 heure. Remplies de silences inconfortables et de conversations superficielles sur la météo et la santé. « Je ne lui en veux pas », confia Colette un matin, la voix ferme mais creuse. « Les jeunes ont leur vie. Je suis simplement entre 2 chapitres maintenant, en attendant l'épilogue. » Léa tendit la main par-dessus le comptoir et serra la main ridée de Colette. « Peut-être que vous commencez simplement un nouveau chapitre, Madame Dubois. Peut-être qu'il n'a pas encore été écrit. » Elle commença à faire de petites choses. Mettre de côté le journal avant que d'autres clients ne le dispersent.
s'assurer que sa table près de la fenêtre reste réservée pendant les heures de pointe. Elle remarqua que Colette aimait regarder les passants, surtout les jeunes couples qui se promenaient main dans la main et les familles avec des enfants qui couraient devant leurs parents. Il y avait dans son regard une mélancolie douce, comme si elle revivait ses propres souvenirs à travers les vies des autres. Pour son anniversaire, qu'elle n'avait mentionné qu'une seule fois en passant, Léa lui apporta une part de tarte aux pommes avec une bougie. Elle avait passé sa soirée de repos à préparer la tarte elle-même, utilisant la recette de sa grand-mère, ajoutant une touche de cannelle et de vanille. Colette pleura ouvertement sans honte. « Vous êtes la seule qui s'en soit souvenue, » chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Même mon fils a oublié. Il a envoyé une carte 3 jours plus tard avec des excuses. » Mais Léa remarqua d'autres choses aussi. Comment les mains de Colette tremblaient davantage chaque semaine. Comment elle oubliait parfois qu'elle avait déjà raconté une histoire, répétant les mêmes anecdotes sur Henri, sur les voyages qu'ils avaient faits en Provence dans les années 70, sur la naissance de son fils. Comment elle s'était mise à marcher avec une canne, puis avec 2. L'arthrite dans ses genoux empirait, et monter les 3 étages jusqu'à son appartement devenait une épreuve quotidienne qui lui prenait parfois 20 minutes. Ses vêtements flottaient de plus en plus. Son sourire demandait plus d'efforts. Elle avait commencé à perdre du poids, et Léa s'inquiétait qu'elle ne mange pas assez quand elle était seule chez elle. Un jeudi, elle ne vint pas. Léa ressentit cette absence comme un battement de cœur manquant, un vide dans la routine du café. Elle trouva son adresse dans l'annuaire, une vieille habitude à l'ère numérique, et lui rendit visite après son service. L'appartement était petit, impeccablement rangé, manifestement trop grand pour une seule personne, situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien sans ascenseur. Colette ouvrit la porte en robe de chambre, l'air embarrassé. « Je suis tombée, » admit-elle. Rien de cassé, juste fatiguée. Tellement fatiguée. Ses yeux étaient cernés, son teint pâle. Elle expliqua qu'elle était tombée en essayant d'atteindre une casserole dans un placard haut, et qu'elle était restée au sol pendant presque 1 heure avant de réussir à se relever. L'incident l'avait terrifiée, non pas tant pour la chute elle-même, mais pour ce qu'elle représentait, la réalité qu'elle était seule et vulnérable. Léa commença à passer après le travail, apportant des courses du marché de Grenelle, l'aidant avec ses médicaments qu'elle confondait parfois, lui lisant le journal quand ses yeux devenaient trop faibles. Elle aidait Colette à prendre sa douche, à changer ses draps, à préparer des repas qu'elle congelait pour la semaine. Son gérant au café se plaignait de ses horaires réduits, menaçant même de réduire ses heures, mais Léa ne pouvait pas s'arrêter. Colette n'avait personne d'autre, et elle comprenait intimement la solitude. C'était sa compagne depuis que sa mère était partie et que la maladie de son père avait tout consumé. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Colette un soir, sa voix à peine un murmure. « Vous ne me devez rien. » Elles étaient assises ensemble dans le petit salon, entourées des souvenirs d'une vie entière. Des photos de mariage en noir et blanc, des bibelots rapportés de voyages oubliés, une collection de livres aux pages jaunies. Léa ajusta sa couverture, retenant ses larmes. Parce que quelqu'un doit le faire, parce que vous comptez, parce que la gentillesse n'est pas quelque chose qu'on donne quand c'est commode. C'est quelque chose qu'on donne parce qu'on est humain. Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Vous savez, quand mon père était malade, les gens ont disparu, un par un. D'abord les amis, puis les voisins, même certains membres de la famille. C'était comme si sa maladie était contagieuse. Comme si être près de la souffrance pouvait contaminer leur bonheur. Ma mère est partie parce qu'elle ne pouvait pas supporter de le voir dépérir. Et moi, j'avais 19 ans, seule avec un père mourant et des rêves qui s'effondraient. J'ai appris alors que la vraie mesure d'une personne n'est pas ce qu'elle fait quand c'est facile, mais ce qu'elle fait quand c'est difficile. Colette prit la main de Léa, ses doigts froids et tremblants. « Vous êtes quelqu'un de rare, ma chère enfant. Ne laissez jamais ce monde cruel éteindre sa lumière en vous. » 4 semaines plus tard, Colette mourut paisiblement dans son sommeil. Léa l'apprit quand l'infirmière des soins palliatifs téléphona. Colette l'avait inscrite comme contact d'urgence. Elle resta dans la réserve du café
et pleura pendant 25 minutes d'affilée. Pleurer une femme qui était devenue de la famille sans que ni l'une ni l'autre ne l'ait planifié. Les funérailles furent modestes. Léa, l'infirmière, 4 voisins qui la connaissaient à peine, tous réunis dans la petite chapelle du cimetière de Montparnasse. Le prêtre récita les prières habituelles, mais ses mots semblaient creux, inadéquats pour capturer la femme que Colette avait été. Léa avait préparé un petit discours, mais quand vint son tour de parler, elle ne put que pleurer et dire quelques mots simples sur la bonté de Colette. Puis, alors que le service se terminait et que les quelques personnes présentes commençaient à partir, une femme en tailleur Chanel arriva en courant, en retard, essoufflée, téléphone à la main. Ses talons claquaient sur le pavé de manière discordante dans le silence respectueux du cimetière. « Je suis Céline Dubois », annonça-t-elle. « La petite fille de Colette. Où sont tous les autres ?» Léa la fixa, la colère et le chagrin tourbillonnant en elle. Qu'au regarder tous les autres, c'est tout ce qu'elle avait. Le visage de Céline rougit. J'étais occupée. J'avais du travail. Elle est morte seule, dit Léa calmement, sa voix se brisant, attendant que quelqu'un se souvienne qu'elle existait. Céline partit sans un mot de plus. Léa pensa que c'était la fin, une conclusion triste et inévitable à une vie solitaire. Mais 3 semaines plus tard, Céline apparut au café, flanquée de 2 avocats. Le cœur de Léa se serra. Elle avait entendu des histoires sur des familles se battant pour des successions, sur des gens émergeant de nulle part pour réclamer ce que les personnes seules laissaient derrière elles. « Mademoiselle Moreau, dit formellement l'un des avocats, nous devons vous parler du testament de Madame Colette Dubois. » Les mains de Léa tremblèrent. « Je ne veux rien. Je voulais juste qu'elle se sente importante. » Céline s'avança, et Léa vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux. « L'avocat dit que je devrais la lire en votre présence. » Elles s'assirent à la table habituelle de Colette. L'avocat tendit à Céline une enveloppe jaunie et soigneusement scellée. Les mains de Céline tremblaient tandis qu'elle lisait à voix haute. « Céline, si tu lis ceci, je suis partie. Je ne te reproche pas d'être occupée. La vie est exigeante et je n'étais qu'une vieille femme. Mais je veux que tu saches tout sur Léa Moreau. Elle est serveuse et gagne 9 € de l'heure plus les pourboires. Elle n'a rien de plus à donner. Et pourtant, chaque jour, elle m'a donné tout ce qui comptait. Son temps, son attention, son cœur. Elle se souvenait de mon thé, elle se souvenait de mon anniversaire. Elle me voyait quand j'étais devenue invisible pour tout le monde, y compris pour toi. Je lui laisse l'appartement parce qu'elle m'a donné quelque chose qui vaut plus que la propriété. Elle m'a donné de la dignité dans mon dernier chapitre. Apprends d'elle, Céline. Le succès ne signifie rien si tu es trop occupée pour aimer les gens. La richesse ne signifie rien si tu ne peux pas te souvenir comment quelqu'un prend son thé. Sois meilleur que ce que je t'ai appris à être. Sois plus comme Léa. Le visage de Céline s'effondra. Les larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle regardait Léa avec dévastation et gratitude. J'étais tellement concentrée sur la construction de ma carrière, sur le fait de la rendre fière par le succès, que j'ai oublié. J'ai oublié d'être simplement avec elle. Léa tendit la main à travers la table, ses propres larmes tombant. Elle savait que vous l'aimiez, Céline. Elle avait juste besoin de le ressentir plus souvent. « Apprenez-moi, » murmura Céline. « Apprenez-moi à voir les gens comme vous la voyez. » Au cours des mois suivants, quelque chose d'inattendu se déroula. Céline commença à venir au café régulièrement, non pas pour des réunions d'affaires ou des repas rapides, mais pour s'asseoir et parler, pour apprendre à connaître les habitués, pour se souvenir des noms, des préférences, des histoires. Elle réduisit ses heures de travail dans son cabinet d'avocat. Elle commença à faire du bénévolat à la résidence pour personnes âgées, que Colette avait mentionné mais n'avait jamais fréquenté. Trop fière pour admettre que j'étais seule, avait dit Colette. Léa et Céline devinrent amies, puis quelque chose de plus. Pas une romance née du chagrin, mais un partenariat né d'un objectif commun. Elles transformèrent l'appartement de Colette en un espace communautaire où les personnes âgées solitaires pouvaient se réunir pour prendre le thé, converser et se connecter.
Elles l'appelèrent le coin de Colette, et cela devint ce qu'elle avait toujours mérité. Un endroit où tout le monde était remarqué, dont on se souvenait et qui était valorisé. 1 an après la mort de Colette, Léa se tenait à l'inauguration, regardant la salle bondée, remplie de personnes qui avaient été invisibles jusqu'à ce que quelqu'un prenne le temps de les voir. Céline se tenait à côté d'elle, tenant sa main. « Penses-tu qu'elle sait ?» demanda doucement Céline. « Qu'elle a tout changé ?» Léa sourit à travers ses larmes. « Je pense qu'elle a toujours su qu'un seul acte de bonté pouvait tout changer. Elle avait juste besoin que quelqu'un le lui prouve d'abord. » Une femme âgée s'approcha, tenant une tasse de thé. « Et, excusez-moi, ma chère, comment prenez-vous le vôtre ?» Le souffle de Léa se coupa. « Citron, pas de sucre. Je m'en souviendrai, » dit la femme en souriant. « Tout le monde mérite qu'on se souvienne de lui. » Et à ce moment-là, Léa comprit ce que Colette avait essayé de lui dire depuis le début. Nous ne sommes pas ici pour être rappelés par l'histoire, les monuments ou la richesse. Nous sommes ici pour nous souvenir les uns des autres. Dans les petits moments, dans les rituels quotidiens, dans le simple acte de voir quelqu'un et de dire sans mots, vous comptez. Vous n'êtes pas seul. Et quelqu'un se souvient de la façon dont vous prenez votre thé.